Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Dame du CDI. Je reviens avec ce nouvel épisode que j'ai co-créé avec vous, notamment ceux qui me suivent sur Insta. C'était trop bien d'ailleurs d'avoir vos retours, d'avoir vos inputs, vos avis, vos opinions. Et surtout, il y a plein de gens qui m'ont partagé des sources hyper intéressantes qui m'ont permis justement de construire un petit peu cet épisode et de réfléchir à de nouvelles perspectives, de plus nuancer mon propos. Et donc je vous remercie infiniment. Déjà je vous remercie si vous écoutez cet épisode, mais je vous remercie aussi pour tous vos retours. Je sais que si vous regardez ça sur YouTube, je réponds assez peu aux commentaires YouTube. Je suis désolé, je vais le faire plus dorénavant. Mais c'est vrai que je dois avouer que j'ai là les commentaires négatifs sur YouTube. C'est pas très agréable, même si bon, j'ai la peau dure, hein, évidemment. Je me laisse pas atteindre par ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est un peu chiant. Donc je vais ouvrir cette parenthèse, je vais la fermer, on va plus jamais en reparler. Mais si vous avez des commentaires négatifs à laisser sur mes vidéos YouTube, je vous invite à ne pas le faire parce que je vais vous bloquer. Voilà, out of sight, out of mind. Je suis ouvert à la critique constructive, je suis ouvert au débat, etc. En revanche, si vous êtes juste là pour transmettre la négativité de vos existences, ça ne m'intéresse pas. Je vous bloque et sachez que je fais la même chose sur Instagram. C'est pas que voilà, je suis fermé au débat, etc. machin. Juste, je m'en fous en fait. Je veux pas laisser votre négativité me contaminer. Si vous êtes pas bien dans votre vie, j'espère pouvoir vous aider avec mes vidéos. En revanche, moi j'ai pas envie que vous me fassiez du mal. Moi j'avoue avoir la fierté de n'avoir jamais laissé de commentaires négatifs de ma vie entière. Je considère que les opinions sont extrêmement subjectives, j'espère que vous aussi. Donc par exemple, quand je vais voir une pièce de théâtre, si elle me plaît pas, je n'en parle pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Personne ne vous force à regarder quoi que ce soit. Si ma vidéo ne vous plaît pas, passez à autre chose, il y en a plein sur internet. Faites-vous kiffer, regardez des trucs qui vous plaisent, re-regardez des trucs qui vous plaisent. Mais s'il vous plaît, je sais pas, soyez gentils. Genre, je pense que le monde est déjà bien assez négatif comme ça. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Après, si vous avez des critiques constructives, entendons-les. Après, je sais pas. Bref, en tout cas, ça représente vraiment, je pense, 1% de tout le positif que je reçois au quotidien. Voilà, je voulais juste en parler parce que ça m'a un peu gonflé la semaine dernière. Mais objectivement, je reçois des messages tous les jours de gens trop sympas. Je croise des gens tous les jours dans la rue, en soirée et tout. Et j'aime trop, n'hésitez pas à venir me parler. Moi, j'aime trop rencontrer les gens. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés en soirée qui regardent mes vidéos et avec qui je suis devenu pote. Donc, let's see, peut-être qu'on va s'entendre. Les filles, on est ensemble, en tout cas. L'épisode d'aujourd'hui, du coup, il est sur le couple libre. Il a été principalement inspiré par la dernière saison d'une série que j'ai adorée, une série qui est sur Netflix qui s'appelle Heartley High, qui est justement un remake de Heartley Cœur à Vif, qui est une série qui avait énormément marché dans les années 80, si je dis pas de bêtises. Je sais que ma cousine aimait trop cette série. Je sais que beaucoup de gens aussi ont été extrêmement déçus, enfin ceux qui étaient justement fans de la série à l'époque ont été très déçus du remake. Personnellement, je ne l'ai pas vu. Et le reboot, enfin cette série qui est sur Netflix, est absolument exceptionnelle sur plein d'aspects, l'histoire, etc. Mais surtout pour les représentations et les représentations queer. Et justement, dans la dernière saison, saison 3, on a le droit à des couples libres, on a le droit à plein de lesbiennes, on a le droit à plein de représentations trop pertinentes, notamment des représentations des Premières Nations en Australie. Enfin, bref, cette série sur l'aspect justice sociale, etc., on applaudit. On applaudit, enfin voilà, c'est tout. On apprécie. Justement, la série, elle représente extrêmement bien quelque chose qui est vraiment fascinant à notre époque, c'est la liberté. La liberté dans la sexualité, la liberté dans le désir, la liberté dans le consentement, dans énormément de choses. Mais je trouve que dès qu'on parle de couple libre, il y a quelque chose qui se crispe. Il y a quelque chose qui se tend, les gens deviennent un petit peu mal à l'aise, comme si cette idée-là, l'idée du couple libre, elle touchait à quelque chose de sacré, quelque chose qui est plus ancien et quelque chose qu'on aurait intégré comme bien plus qu'une simple histoire d'amour, mais quelque chose de, vous voyez, structurel dans notre société. Parce que, en fait, j'ai le sentiment que le couple libre,
Il soulève une question qui est assez immense, qui est assez core, vous voyez, genre au cœur du sujet. Est-ce que on aime naturellement qu'une seule personne, donc la monogamie, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on nous a appris comme la bonne façon d'aimer, la seule et bonne façon d'aimer? Justement, la série, dans sa dernière saison, elle présente pas forcément le couple libre comme une fantaisie glamour, mais elle le montre comme quelque chose de profondément humain, comme quelque chose de complexe, de confus, de fragile, parfois beau, parfois destructeur, souvent les deux. Et c'est quelque chose qui m'a énormément touché parce que moi, c'était des questions que je me suis longtemps posées. J'ai été en couple pendant longtemps, il y a eu des longues périodes où j'étais célibataire, et c'est forcément des questions que je me suis posées, vous les êtes peut-être aussi posées, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode, parce que je pense que comme les personnages de la série, on a vraiment cette volonté d'être libre. C'est quelque chose, je pense, de sociétal, enfin, c'est quelque chose qu'on ressent tous. On veut être libre dans le travail, on veut être libre dans notre création, on veut être libre dans tout ce qu'on fait. Et du coup, nécessairement, on veut aussi être libre dans nos relations. Mais je trouve que, et justement, la série l'illustre assez bien, cette liberté, et notamment cette liberté émotionnelle, parfois, elle coûte très cher. Parce que ouvrir un couple, se tourner vers ce qu'on appelle un couple libre, dans la série, on voit que typiquement, c'est pas juste ouvrir son lit, c'est pas juste inviter quelqu'un et faire des expériences, mais c'est aussi ouvrir ses peurs, ouvrir ses contradictions, ouvrir ses insécurités, et ça peut faire peur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du couple libre, mais j'ai envie d'en parler autrement. Je veux pas vous en parler comme, je sais pas moi, une trend qu'on verrait sur TikTok, une tendance, ou simplement une sorte de catastrophe morale comme la décadence des nouvelles générations. J'aimerais en fait que ce soit amené avec une approche historique, une approche culturelle, psychologique. Je vais aussi forcément vous faire un axe un peu queer. Je pense que vous l'aviez vu pour ceux qui ont participé au sondage. Et tout ça, ça vient du fait que quand on regarde l'histoire, et notamment l'histoire de l'amour, eh ben, on réalise que la monogamie n'a jamais été aussi naturelle qu'on nous l'a racontée ou qu'on nous l'a transmise. Donc ça soulève beaucoup de questions. Quand on grandit, en fait, on apprend une histoire qui est très simple, c'est tu rencontres quelqu'un, tu tombes amoureux, tu restes fidèle, et basta. Cette fidélité, c'est vraiment le socle, le piédestal du vrai amour, de l'amour bon, de la bonne façon d'aimer. Mais cette vision, en fait, du couple, il faut comprendre qu'elle est beaucoup plus récente qu'on le pense. En fait, l'anthropologiste et historien de la sexualité Michel Foucault, il nous expliquait... Je sais que Michel Foucault, il y a plein de gens qui l'aiment pas. Si vous savez pourquoi, je serais curieux de savoir. C'est vrai que je pourrais faire les recherches moi-même, mais je vais pas les faire maintenant. Donc si jamais vous savez, je vais faire les recherches après l'épisode, mais on pourra en parler, genre. Et justement, dans l'histoire de la sexualité, il explique que les normes sexuelles, elles ne sont jamais neutres. En fait, elles sont toujours produites par des systèmes de pouvoir. J'imagine que je vous apprends rien, mais c'est vrai que parfois, vous voyez, c'est le genre de truc, quand on l'entend, on se dit « Ah mais oui, forcément », mais si on n'y pense pas, ben on peut pas y penser. À méditer. Mais en fait, du coup, quand on parle de système de pouvoir, ça peut être la religion, l'État, la morale, qui passe généralement par les deux, hein, donc l'État, la religion, etc. Et en fait, historiquement, la monogamie, et notamment la monogamie occidentale, elle a été profondément façonnée par le christianisme, de la même manière que l'hétérosexualité a aussi été extrêmement imposée par le christianisme. Mais quand on regarde d'autres cultures, typiquement les empires en Chine, il y avait des harems. Dans les harems, donc il y avait plusieurs femmes. Enfin, l'empereur avait plusieurs femmes. Il avait aussi, il fréquentait aussi parfois des garçons. Donc c'était, vous voyez, beaucoup plus fluide. Donc ça, c'était le cas. Donc là, c'est l'exemple de la Chine, donc de l'Asie, mais il y avait plein d'autres nations où c'était beaucoup plus fluide. Par exemple, dans les Premières Nations, donc les peuples d'Amérique,
et notamment d'Amérique du Nord. Il y avait aussi ce qu'ils appelaient Two Spirits. Et en fait, les Two Spirits, donc les deux esprits, c'était des gens qui étaient à la fois hommes, à la fois femmes, qui avaient des postures dans la communauté qui étaient vraiment particulières. C'était eux qui étaient chargés souvent de faire beaucoup de rites, de s'occuper des enfants, parce qu'en fait, ils avaient vraiment cette vision des deux mondes, celui de l'homme et celui de la femme. Et en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu des personnes qui auraient été queer, enfin, dans le sens LGBT, politiquement queer, I guess. Je sais pas si je fais une pente glissante là. Mais en tout cas, c'est des personnes qui auraient pu être trans, qui auraient pu être gays, qui auraient pu être lesbiennes, etc. Enfin, vous voyez, qui n'étaient pas, en tout cas, hétéro-cis classiques. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant ça, il y a de nombreuses sociétés dans le temps et dans l'espace qui ont pratiqué différentes formes de pluralité relationnelle, donc de polygamie, que ce soit le concubinage, les relations parallèles, ou alors des structures familiales élargies, avec, vous voyez, beaucoup plus de partenaires. L'exemple qu'on prend souvent et qu'on a souvent comme exemple, c'est la Grèce antique ou la Rome antique, avec cette idée de la sexualité qui n'était pas sous le modèle contemporain du couple romantique exclusif, parce qu'on a cet idéal de l'homme romain ou de l'homme grec qui justement fréquentait des garçons, qui fréquentait aussi plusieurs femmes, etc. En fait, il faut voir qu'il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas eu que ces peuples-là. Je pense qu'en Occident, on se tourne beaucoup sur la Rome antique et la Grèce antique, d'une part parce qu'on a vraiment ce fantasme autour de cette période-là de l'histoire. J'en suis sensible aussi, j'adore la Grèce antique et la Rome antique, mais il faut regarder un peu plus large. En Asie, il y avait ça aussi, en Afrique aussi, en Amérique latine, anywhere, really. Juste, quand le christianisme est arrivé, il faut savoir que il a flingué toute la planète. Voilà. No shade, hein. J'ai grandi dans le christianisme et tout, mais c'est un fait. On a imposé, avec le christianisme au monde, un mode de vie hétéronormatif, ultra fermé, ultra cloisonné, etc. Ça a pas été dingue. Ça a pas été dingue, ça a pas été la meilleure chose. Après, je sais pas, il y a sûrement d'autres religions qui l'ont fait. En tout cas, le christianisme, c'est une entreprise qui s'est imposée sur le monde avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de force et qui a, en tout cas, bien participé à justement répandre dans le monde des idéaux homophobes et puis à limiter en fait notre liberté sexuelle et relationnelle. Donc voilà, c'est un fait. Sur ce sujet, il y a l'historienne Stéphanie Kuntz qui en a parlé dans Mariage, A History, qui est publié en 2005, où justement elle rappelle quelque chose que je trouve vraiment fascinant, qui est le mariage romantique sur l'amour exclusif est en fait extrêmement récent à l'échelle de l'histoire humaine, et qu'en fait pendant des siècles, le mariage servait surtout à organiser les héritages, des alliances politiques, des transmissions de biens et une stabilité sociale. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien illustré dans le film Matérialiste. Beaucoup de gens n'ont pas aimé ce film. Moi, je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé cool. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Je l'ai moins aimé que la première fois. Mais je trouve qu'il soulevait des questions assez intéressantes sur le fait que, voilà, le mariage est une institution, le mariage est un pacte, le mariage est vraiment un deal, quoi, un marché de business, de commerce, mais que ça n'a aucun rapport et que ça n'a jamais eu aucun rapport avec le bonheur et notamment le bonheur amoureux. Et en fait, je pense que ça doit un petit peu changer notre regard et notamment notre regard moderne, parce que soudainement, la monogamie, elle apparaît plus vraiment comme une évidence, et notamment une évidence biologique, surtout quand on regarde l'histoire humaine. Mais plutôt, vous voyez, le mariage est plutôt une institution culturelle. Et ça, sur ce sujet-là, il y a un anthropologue qui s'appelle Christopher Ryan, qui a écrit Sex at Dawn, donc le sexe à l'aube, qui est publié en 2010, et qui va encore plus loin, justement, sur ce sujet, où il avance que les humains préhistoriques, et ça d'ailleurs, restez branchés parce que j'ai quelque chose qui arrive sur ce sujet-là,
mais je peux pas vous en parler encore. Il explique, mais c'est de la théorie, hein. Il explique qu'il vivait probablement dans des formes de sexualité beaucoup plus collectives et coopératives que ce qu'on imagine aujourd'hui. Parce qu'en fait, il s'est principalement basé dans ses recherches, si je dis pas de bêtises, hein, sur les grands singes, qui forcément étaient nos plus proches parents. Euh, Bien sûr, et pour des raisons évidentes, son livre est extrêmement controversé, mais c'est souvent le cas justement dans les recherches faites sur toute la préhistoire et toute l'humanité de cette période-là, parce que c'est des sujets qui sont très hypothétiques. Et justement, il y a beaucoup de chercheurs qui contestent ces conclusions-là, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'il a participé un peu à ouvrir une sorte de débat immense sur ce sujet-là, et notamment il questionne sur et si en fait la jalousie, la fidélité et l'exclusivité n'étaient pas des vérités naturelles, mais plutôt des constructions sociales qu'on aurait renforcées au fil du temps. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et évidemment, quand on dit ça, beaucoup de gens pensent immédiatement donc la monogamie est fausse. Et c'est ça qui est intéressant parce que non. En fait, c'est pas vraiment ça le sujet. Le sujet, c'est plutôt de comprendre ce qu'on considère comme normal et de se dire que ce qu'on considère comme normal n'a pas toujours été universel. Et je trouve que c'est précisément là que les dimensions, les questions deviennent intéressantes, que les perspectives justement deviennent vraiment intrigantes, vous voyez. Quand j'ai publié mon sondage, on m'a dit que le couple libre, c'était pas un sujet qui était profondément queer, et en fait, je suis pas d'accord. Déjà, la première chose, c'est que, pour vous redonner un petit peu un exemple, quand j'ai parlé, j'ai quelqu'un autour de moi, de très proche, qui est en couple libre, et en fait, j'en ai parlé à un pote gay, en disant, ouais, cette pote-là, ma pote, elle est en couple libre. Et mon pote, il m'a dit, mais c'est trop drôle, genre c'est de l'appropriation culturelle, qu'en mode le couple libre c'est un truc de gay. Et c'est vrai que le couple libre c'est très populaire chez les gays, c'est un fait. Beaucoup plus je pense que chez les hétéros. Et quand on m'a dit que c'était pas le cas, j'étais en mode ah bon. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la personne du coup qui m'a dit ça, elle me l'a apporté en mode oui mais si tu regardes à l'échelle de l'histoire humaine, etc. Et en vrai, low-key, en réalité, cette personne-là a raison. Parce que le couple libre, dans une origine historique, c'était ouvert à tous. En fait, il faut voir que c'est pas forcément un truc de gay, c'est plus un truc d'homme, en fait. Et c'est là aussi que c'est intéressant, parce que j'ai une copine, d'ailleurs, je vous mets son Insta juste ici, qui fait du contenu absolument exceptionnelle, féministe, elle travaille pour un ministère, enfin, cette femme est juste exceptionnelle, elle est ultra engagée et c'est trop bien ce qu'elle fait. Et justement, elle m'expliquait que elle aussi, pour elle, le couple libre, ça a souvent été instrumentalisé par les hommes hétéros pour justifier certains de leurs comportements, de la même manière que certains hommes hétéros s'approprient la justification du schéma d'attachement évitant pour justifier leur comportement auprès des femmes. Alors ça, moi j'ai trouvé ça fascinant. J'ai fait grave des recherches sur le sujet pour essayer de comprendre et tout. Évidemment, c'est à nuancer parce que c'est difficile de condamner, etc. Mais c'est un fait. Il y a beaucoup d'hommes qui le font. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a cette simplicité-là quand on est gay entre gays, du coup, dans les relations gays. Parce que le couple libre, si on imagine que l'homme hétéro s'en sert pour pouvoir aller voir à droite à gauche et justifier un appétit sexuel ou une quête de volonté, enfin de plus large, etc. Et ben, ça prend tout son sens quand deux hommes le font, parce qu'en fait c'est plus simple, forcément ils veulent la même chose. Mais moi, là où j'ai un contre-exemple, c'est que justement ma copine qui est en couple libre, j'ai le sentiment que dans son couple, c'est beaucoup plus elle qui se sert de cette liberté pour s'épanouir, etc. Et c'est là que ça devient complexe parce qu'en fait, tout repose, je pense, dans le couple libre, sur la construction de ce couple libre même. Le fait d'établir des règles précises
à respecter. Il faut évidemment un niveau de confiance qui est absolu. Et c'est à partir de là que ça se construit un couple libre, et notamment un couple libre sain. Moi, je me suis beaucoup posé la question parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'envie. Je trouve ça hyper cool. Je pense que c'est une bonne manière d'aimer quelqu'un sans être frustré, et notamment quand on a justement ce désir de nouveauté, etc. Mais à la fois, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de déconstruire, que j'ai envie de questionner, parce que j'en parlais avec ma cousine. Ma cousine, je vous en parle à chaque épisode, hein. Mais c'est vraiment mon compas moral, c'est mon support émotionnel. Et en fait, j'en parlais avec ma cousine, etc., en préparation de cet épisode, et elle me disait, c'est possible que tu aies le syndrome JFK, donc John Fitzgerald Kennedy, le président des États-Unis. Disclaimer, le syndrome JFK, c'est absolument pas quelque chose de scientifique. Ça a été théorisé par personne, aucun psychologue, etc. C'est plus un truc de pop culture, c'est plus quelque chose qu'on se dit entre nous. Et c'est pas, vous voyez, enfin, comment expliquer ? C'est pas quelque chose de solide, mais c'est intéressant de se poser des questions autour de ce syndrome-là et de ses origines pour comprendre qu'est-ce qui le motive et qu'est-ce qui motive nos comportements, etc. Donc moi, j'ai fait un petit peu l'exercice. Et en fait, donc en gros, le syndrome JFK, ça vient généralement d'un besoin permanent de validation, de vraiment cette envie de séduire et de séduire beaucoup de gens. Et ça découle un petit peu d'une difficulté à rester fidèle malgré l'attachement. Donc c'est vraiment cette idée que on peut aimer quelqu'un, mais en fait on a toujours besoin de plaire, on a toujours besoin de séduire, et on a de la difficulté à rester fidèle à une seule personne parce qu'on a justement ces besoins-là. Ça peut venir justement d'une recherche d'excitation, vous voyez, l'excitation de la chasse, de la séduction, d'un besoin aussi de nouveauté dans les partenaires, de nouveautés dans les expériences, etc. Et c'est vraiment typique du serial flirteur, de ces personnes qui ont besoin de séduire en continu, de flirter en continu. Parce que j'imagine que ça donne le sentiment d'être validé, ça donne le sentiment d'être désiré, désirable, d'être important, d'être admiré. Il y a aussi un peu, vous voyez, toute cette quête de dopamine qui vient justement de la séduction, et je pense que beaucoup de personnes peuvent facilement devenir accros justement à cette excitation, à ces débuts de relations qui sont très excitants, qui sont très riches, qui sont très forts. Le flirt, le risque, vous voyez qu'il y a justement dans la séduction. Et ça peut aussi, justement, ce syndrome JFK, naître paradoxalement d'une peur de l'intimité, et notamment d'une peur de l'intimité profonde, parce qu'en fait, multiplier ces relations, multiplier les rencontres, multiplier les débuts, c'est un petit peu éviter de se sentir vulnérable, de s'exposer à quelqu'un qui pourrait potentiellement te dire je t'ai aimé mais je ne t'aime plus, et ça avec une seule personne. Ça peut venir de beaucoup de choses, ça peut venir d'un manque d'estime de soi, le désir, vous voyez, ce besoin d'être désiré pour se rassurer, et se rassurer temporairement, jusqu'à la prochaine baisse d'estime, et qu'on ait besoin justement de relancer ça. Ou alors ça peut être aussi tout simplement des modèles relationnels qui sont appris, si autour de vous quelqu'un a été comme ça, notamment quelqu'un qui était votre caregiver, donc votre donneur de soins. Ça peut venir de votre environnement familial. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui grandissent dans des familles, ou alors avec des exemples culturels qui banalisent justement l'infidélité, ou alors des relations instables. Voilà, ça peut aussi, potentiellement, je pense, venir d'un besoin de contrôle ou d'un besoin d'ego, parce qu'en fait, mine de rien, séduire, c'est un peu une preuve de pouvoir. C'est montrer qu'en fait, on a toujours du pouvoir sur les autres, et notamment du pouvoir sur des inconnus, ce qui peut être aussi assez facilement addictif. Mais là, je me suis vraiment éloigné de pourquoi
Est-ce que le couple libre est un sujet profondément queer? Mais on revient à ça. Donc quand on parle de queer, déjà, beaucoup de personnes pensent exclusivement à l'orientation sexuelle, mais queer, ça a été toujours plus large que ça, c'est quasiment une position politique. Être queer, c'est critiquer les normes en place, c'est une manière de demander pourquoi est-ce qu'on considère qu'il n'y a qu'une seule façon de vivre qui est légitime. Ce qui est quand même assez intéressant, assez cool, notamment si on se considère humaniste, si on se considère comme quelqu'un qui veut améliorer le monde, et donc si on s'oppose d'une certaine manière à une passivité face aux problèmes du monde. Donc c'est une manière engagée, c'est une posture engagée. Et je pense, dites-moi si je me trompe, mais le couple, c'est l'une des normes les plus puissantes de notre société. C'est vraiment à la base de tout. Et justement, sur ce sujet, le sociologue Christian Kless, dans son article Theorizing Multi-Partner Relationship and Sexualities, qui était publié en 2017, il nous explique que les relations non monogames, elles remettent en question l'ordre social traditionnel. Et ça, je trouve ça fascinant parce que d'une certaine manière, elles interrogent la fidélité, la possession, l'exclusivité et la hiérarchie des relations. Et en fait, ça, on peut se dire que c'est anodin, etc. Mais notamment quand on est une femme, je pense qu'il faut se poser ces questions-là. Parce que on vit dans une société patriarcale, où vraiment les hommes hétéros cisgenres contrôlent. Ils sont hyper privilégiés, c'est eux qui contrôlent. Et justement, il faut se poser la question de qui est-ce que ça sert? Qui est-ce que ces normes servent? Qui est-ce que ce système sert? Parce que c'est pas nous les gays, c'est pas nous les queers, c'est pas nous les femmes qui avons mis en place ce système. Et donc à qui est-ce qu'il sert ce système? Voilà. Et une chose que justement, ces questions rendent visibles, et notamment très pertinemment selon mon avis, c'est que, et c'est d'ailleurs une chose que beaucoup de couples préfèrent taire ou préfèrent ignorer, mais le fait que le désir ne disparaît pas parce qu'on aime quelqu'un. C'est pas parce que t'es fou amoureux de quelqu'un que ton désir disparaît. Alors pendant un temps, c'est sûr que ton désir va... Ouh, la plante. Pendant un temps, c'est sûr que ton désir, il va être orienté vers cette personne, mais ça veut pas dire que tu ne peux pas désirer d'autres gens. Et je trouve que moi, j'en suis assez conscient et j'en suis assez content. Là, en ce moment, je vous fais grave des révélations. En fait, en ce moment, je fréquente un garçon qui, j'ai l'impression, a vraiment la même posture que moi, la même opinion que moi, sur le fait que, on est conscient que on est grave attirés l'un par l'autre, mais, on reste quand même des hommes qui désirent d'autres hommes, lui en l'occurrence, aussi d'autres femmes, etc., plein de choses. Et ça, je trouve que c'est important. Parce que c'est tellement hypocrite d'être en mode bah oui, parce qu'on est attiré l'un par l'autre, bah oui, parce qu'on commence, vous voyez quelque chose, on ne pense qu'à l'autre. C'est malheureusement pas toujours le cas. Enfin, pourquoi je dis malheureusement? C'est naturellement pas forcément le cas. Oui, c'est plus fort, mais oui, il y a toujours aussi ces personnes-là et qui nous attirent. Et ça veut pas dire qu'on aime moins l'autre ou qu'on est moins attiré par l'autre. Ça veut juste dire qu'on est toujours là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette remise en question, historiquement, elle existe depuis plus longtemps dans les communautés LGBT, parce que, justement, notre exclusion de la société nous amène plus facilement à réfléchir ces normes, même si, historiquement, le couple libre, oui, c'est pas quelque chose de queer à l'échelle de l'histoire humaine, mais à l'échelle de notre société moderne, on va dire, c'est nous, les queers, c'est nous, les LGBT, qui l'avons remis en question plus récemment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'étais pas d'accord avec cette personne.
Et c'est vrai, parce que pendant des décennies, toutes les personnes queer, les personnes LGBT, on a tellement été exclus de la société, on n'avait pas le droit de mariage, on n'avait pas genre la vie traditionnelle de couple, on n'avait pas de reconnaissance légale de notre amour, on n'avait pas la possibilité de construire des familles normales au sens hétéronormé, et du coup, ben, on a inventé nos propres formes de liens, nos propres familles, on a créé des communautés affectives, on a eu des relations plus fluides, et tout ça, ça vient du fait qu'on a été exclus, et donc, pour moi, ça nous appartient récemment beaucoup plus, parce que si on ne l'avait pas fait, est-ce que les hétéros l'auraient fait? Vous voyez? Parce que depuis le christianisme et depuis cette idée que la monogamie, c'est la seule et bonne façon d'aimer, si c'était pas nous, hein, qui mieux que Renaud pour entretenir votre Renaud? Et justement, la sociologue Béatrice Gusmano, dans l'art du kintsugi, pour vous donner le contexte, ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais vous voyez, c'est l'art japonais où quand tu casses un vase, tu le recolles avec des morceaux de verre et que tu lui donnes une seconde vie parce que t'aimes tellement quelque chose que t'as envie d'en prendre soin et tout. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent quand je casse un vase et tout, je le fais. Je le fais pas toujours avec de l'or, enfin je l'ai fait une fois, pas avec enfin je l'ai fait avec des paillettes d'or et tout, mais c'était trop ghetto, donc je le fais juste avec de la colle, genre. Ouais, bon, ok. J'appelle ça du kintsugi, mais en fait, j'ai juste recollé un vase. Bref, je voulais faire la meuf cool un peu. Mais justement, dans The Kintsugi Art of Care, qu'elle a publié en 2019, elle nous explique comment certaines communautés queer, elles ont développé une éthique relationnelle qui est fondée justement sur la négociation, sur le consentement et sur la transparence. Chose que on retrouve beaucoup moins dans l'hypocrisie de la monogamie. Et en fait, ça vient pas du fait que les communautés queer ou LGBT sont plus évoluées, mais ça vient justement de cette contrainte d'exclusion qui nous pousse justement à réinventer les règles, à réinventer comment c'est de relationner et de relationner en tant que personne queer. Parce que c'est une réinterprétation de ce que c'est que la société. Et je trouve ça absolument fascinant et absolument génial. Et en fait, je trouve que c'est encore plus intéressant parce que ça renverse, ça inverse complètement le regard qu'on a sur le couple. Parce que je pense que souvent, les gens, ils voient les relations queer ou alors les relations non monogames comme quelque chose d'hyper chaotique, de vraiment, enfin, vous voyez, de ghetto, alors qu'en réalité, elles nécessitent souvent beaucoup plus de communication, beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de négociation et aussi beaucoup plus de consentement. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer comment ça peut être encore mieux? Vous voyez, c'est trop bien, c'est trop chouette ces choses-là. Et alors, je dis pas qu'il faut absolument ouvrir son couple. Je sais même pas si je vais le faire moi-même, vous voyez. Mais en tout cas, se diriger vers plus de consentement, plus de transparence, moins d'hypocrisie, moins de normes, de réinterpréter certaines règles, etc. Qui veut pas ça en fait? C'est juste tellement sain et bien et important. De manière beaucoup plus récente, en 2021, les psychologues Amy Moores et Terry Conley, ils ont justement publié une étude dans Frontiers in Psychology qui s'appelle les différences de motivation pour s'engager dans des relations non monogames. Et ils rappellent une chose essentielle. La non-monogamie consensuelle repose sur des accords explicites. Et justement, dans cette étude, près de 75% des couples étudiés, ils vont établir des règles précises. Et ça, personnellement, je pense que c'est la meilleure façon d'avoir un couple libre et d'avoir un couple libre qui fonctionne, qui est sain. Autrement dit, le couple libre, c'est pas une absence de structure, c'est pas quelque chose de chaotique, mais c'est une structure qu'on doit établir précisément, consciemment, respecter un petit peu plus précisément, je trouve, qu'un couple monogame exclusif. Parce qu'en fait, dans le couple monogame exclusif, je pense que les gens sont beaucoup plus amenés à tromper parce que cette frontière-là, elle est floue. Vous voyez? Et
Moi, je sais que la tromperie, ça a été un gros sujet parce que mon tout premier copain, il m'avait trompé, ça m'avait fait trop de la peine. Il avait embrassé un autre garçon alors qu'on était en couple. Mais maintenant que je re-regarde en arrière, etc., je trouve qu'il y a eu des trahisons bien pires en termes de tromperie qu'un simple bisou. Parce qu'en fait, demain, si moi je suis en couple et que la personne avec qui je suis, elle couche avec quelqu'un, je sais pas, spontanément comme ça, je sais pas, ils sont en soirée et ça se passe, ça me bat. Je pardonne. En revanche, si demain, la personne avec qui je suis, elle se met à grave se rapprocher de quelqu'un, à devenir vraiment meilleure amie, à grave parler sur Instagram, ou à grave parler, vous voyez, sur les réseaux sociaux, à se voir, à faire des trucs, ça, pour moi, c'est plus une trahison que de simplement coucher avec quelqu'un. Parce qu'en fait, il y a un engagement émotionnel dans la relation. Et, et moi, c'est là que si jamais je devais me tourner vers le couple libre, et je le vois justement dans l'exemple que j'ai autour de moi, c'est que je serais plus amené à ouvrir mon couple si la personne avec qui je suis accepte que ce soit idéalement pas dans la même ville que nous, qu'avec la personne on ne s'ajoute pas sur les réseaux, comme ça on parle pas, on voit pas qui fait quoi machin, et que ce soit une fois, ou alors deux max, mais qui est pas, vous voyez, de repeat. Après bon, je vous avoue que j'y ai pas trop réfléchi, j'imagine qu'il y a d'autres règles qui peuvent rendre ça un petit peu plus safe, etc. Je pense que personnellement, j'aimerais pas savoir, parce que je trouve que savoir, c'est ouvrir la porte au fantasme et justement à la torture psychologique de et s'il trouve mieux, et si nanana, et si cette rencontre elle était dingue, machin. Out of sight, out of mind. Si je sais pas, ça me regarde pas. Et bien sûr, je précise, toujours se protéger. Parce que se protéger, c'est protéger son partenaire, c'est protéger la personne qu'on aime. Et ça, pour moi, ce sera vraiment le minimum syndical. Mais le minimum syndical. Et c'est là où je trouve que les couples monogames plus classiques, plus normaux, comme ils reposent sur des règles implicites, c'est beaucoup plus dur de savoir où sont les frontières, où sont les limites. Et je pense que c'est ça qui crée énormément de frustration et de frustration silencieuse, alors qu'en fait, dans les relations ouvertes, c'est plus facile d'en parler parce qu'on a déjà un petit peu brisé la glace, on a déjà ouvert le sujet. Dans le sondage, j'ai vu que la plupart des gens, en tout cas qui me suivent sur Insta, étaient célibes et que globalement, si je dis pas de bêtises, 60% disaient ne pas spécialement être intéressés par le couple libre. Genre ça les intéressait pas spécialement, ils s'en foutaient. Il y avait plein de gens qui trouvaient ça cool, qui trouvaient ça iconique. That's fine. Et il y avait une idée aussi qui revenait beaucoup, c'était que le couple libre, c'était un peu une manière désespérée de sauver son couple, que c'était forcément quelque chose qui ne pouvait pas marcher sur le long terme. Et du coup, j'ai cherché à voir si dans la recherche, dans la science, etc., qu'est-ce qui se dit réellement? Est-ce que c'est un fait? Et en fait, en 2025, il y a une grande étude qui a été publiée dans Archives of Sexual Behavior, et qui justement analyse des données sur plus de 24 000 personnes. Donc c'est vraiment une grosse étude. Et justement, le résultat, il est trop bien. Il montre que les personnes en relation non monogame consensuelle rapportent des niveaux similaires de satisfaction relationnelle et sexuelle que les couples monogames. Ce qui est quand même assez génial parce que ça veut dire que, globalement, tout le monde est content. Donc ça veut pas dire que le couple libre c'est mieux, mais ça veut dire que c'est pas automatiquement voué à l'échec et que c'est pas automatiquement, vous voyez, un moyen désespéré de sauver son couple. Et ça, c'est ça qui est vraiment important parce que je trouve que dans notre imaginaire collectif, on associe souvent le couple libre au chaos, à l'échec, etc. Alors que, en réalité, pas forcément. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est que les chercheurs de cette étude, ils montrent quelque chose qui est beaucoup plus nuancé. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas forcément la structure. Le problème, c'est plutôt la compatibilité. Certaines personnes ont un rapport très exclusif à l'amour, d'autres non. Et justement, sur le sujet, c'est le psychologue Justin Lémillier qui explique que le désir humain, il est
extraordinairement varié. Et qu'en fait, justement, le fantasmer justement sur d'autres personnes, même en étant amoureux, c'est quelque chose qui est extrêmement courant. Donc rassurez-vous, si ça vous arrive, c'est pas grave. Et confession, je suis le premier à qui ça arrive. Genre, je peux aimer quelqu'un et continuer à voir d'autres gens et me dire waouh, ils sont incroyables et j'aimerais trop. Et comme je vous parlais un petit peu plus tôt, là, le syndrome JFK, vous n'êtes pas obligé de vous condamner tout de suite, de vous dire que vous êtes un monstre, etc. Il faut comprendre qu'en fait, c'est potentiellement quelque chose de naturel, quelque chose dont beaucoup de gens font face. Et je pense qu'il faut un petit peu casser le tabou autour de ça. Et c'est aussi pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Et la psychologue Zana Vrangalova, justement, elle ajoute que beaucoup de gens vivent un conflit dans leurs désirs et dans leurs désirs réels parce que les normes sociales qu'ils ont intériorisées leur font croire que c'est mal, qu'ils sont de mauvaises personnes, que c'est pas normal d'être attiré par quelqu'un et de continuer à fantasmer sur d'autres. Et en fait, je pense que c'est une des choses qui est les plus douloureuses dans l'amour moderne, c'est que on nous demande d'être sexuellement libre, émotionnellement stable, totalement honnête, jamais jaloux, ouvert d'esprit et rassurant. Ça fait beaucoup, non? En fait, ces injonctions, en plus, parfois, je trouve qu'elles sont assez contradictoires. Et typiquement, Heartbreak High, je vous en parle encore, illustre parfaitement ça. Parce que les personnages, à la fois, ils veulent être progressistes, ils veulent justement être dans cette amélioration, dans cette déconstruction, etc. Ils veulent dépasser ces vieux modèles, mais émotionnellement, ils restent vulnérables. Et c'est là où je trouve que la série, elle est particulièrement intelligente, parce qu'elle ne dit pas le couple libre fonctionne ou le couple libre doit être, détruit les gens, il doit être aboli. Elle montre tout simplement que la liberté émotionnelle ne supprime pas la peur. Il y a quelques années, justement, le couple libre, c'était quelque chose qui était très rarement représenté et notamment dans les séries mainstream. Aujourd'hui, il apparaît un petit peu plus. Historiquement, il apparaissait souvent comme un fantasme masculin, comme un scandale ou une catastrophe narrative. Aujourd'hui, ça change notamment dans cette série qui nous le montre un petit peu mieux. Il y a d'autres séries qui montrent ça, il y a Yumi Her, Elite, Sense8 qui est absolument fantastique. Si vous êtes LGBT et que vous n'avez pas vu Sense8, arrêtez cette vidéo et vous allez sur Netflix tout de suite regarder Sense8. Mais il y a aussi Sex Education qui en parle, qui est très très bien aussi selon moi. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ces séries, elles montrent rarement la non-monogamie comme simple, ce qui est bien, mais elles le montrent comme un espace de négociation identitaire, d'exploration, de rencontre, de discussion, de consentement, avec cette idée de qui suis-je quand je ne peux plus me définir par l'exclusivité. Ce qui est hyper intéressant comme question à se poser. Est-ce que je suis encore spécial si mon partenaire désire d'autres gens? Peut-être qu'au fond, le couple libre, il fait si peur pour une raison très simple. Il nous oblige à admettre qu'il n'existe peut-être pas une seule bonne manière d'aimer. Pendant des siècles, la religion, la société, la morale ont construit cette espèce de modèle précis avec un couple, deux personnes, une fidélité et une seule trajectoire possible. Mais il faut comprendre que les êtres humains, ils ont toujours été plus complexes que ça. Et notamment plus complexes que les normes qu'on leur impose. Et c'est peut-être en ça que ce sujet il devient profondément queer, parce qu'on est un peu les pionniers à oser demander pourquoi est-ce que certaines façons d'aimer seraient plus légitimes que d'autres. Tout simplement parce qu'on a été exclu du modèle traditionnel. Alors il faut pas dire que la monogamie est mauvaise, il faut pas non plus dire que le couple libre est une solution parfaite ou imparfaite ou désespérée. Il faut plutôt comprendre que aucun modèle ne garantit le bonheur, qu'il n'y a pas de mode d'emploi et qu'en fait le vrai enjeu c'est pas d'être ouvert ou monogame, mais c'est plutôt d'être honnête avec son partenaire, être honnête sur ses désirs, être honnête sur ses propres limites et aussi être honnête sur ce qu'on attend réellement de l'amour et en amour. Et peut-être que la vraie liberté, elle commence ici. Quand on arrête de vivre nos relations comme un scénario, comme un script
qu'il faut absolument respecter, mais plutôt qu'on commence à le construire consciemment et avec du consentement et de la transparence. C'était un plaisir de tourner cet épisode avec vous. Il était beaucoup plus long que prévu. Je suis pas impatient de faire le montage. Je préfère être honnête, j'ai pas hâte. En revanche, je trouve qu'il a été trop bien. Et si cette fois-ci, je vois des commentaires YouTube où on me dit que je suis trop resté en surface, bah je vais vous bloquer. Voilà, c'est tout. Je vais vous bloquer. De toute façon, ici, c'est une dictature. Vous êtes chez moi, en fait. Non, en vrai, c'est un plaisir de vous avoir au CDI. Comme vous pouvez le voir, je suis chez mes parents. C'est pour ça que je n'ai pas le setup aussi beau que d'habitude. Mais écoutez, je vous dis à très vite la semaine prochaine. Je sais pas finalement si je vais faire l'épisode sur Euphoria. J'ai pas réussi à me caler avec Philomène. Et du coup, le prochain, je vous avais dit que ça allait être le désir, mais pas sûr. Pas sûr, en fait. Il y a moyen que je vous demande, dans un sondage assez rapidement, s'il y a des sujets dont il faudrait que je parle. Mais j'aimerais bien... Je sais plus, j'avais un truc en tête, mais bon, je vous en parlerai ailleurs. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Au CDI. Chut.